Hello, bienvenue dans ce podcast Micro, Café et Dossier. Je suis Stéphanie, assistante indépendante et consultante. J'aide les entrepreneurs sur des sujets comme la facturation électronique, le customer care ou l'utilisation d'outils digitaux. Je suis aussi la fondatrice des Cafés et Dossiers, les rencontres pour assistantes indépendantes. Dans ce podcast, on parle outils digitaux, stratégies et choix que cela impose quand on travaille seul et qu'on construit une activité freelance. Je vais vous partager mon expérience, des analyses et des repères pour faciliter votre quotidien d'entrepreneur. Alors, prenez un café, on ouvre les dossiers. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver pour le dossier numéro 3, donc c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose que l'on ne voit jamais venir quand on se lance comme indépendant. On pense que le plus dur, ça va être de trouver des clients, de fixer des tarifs, de choisir son statut, de gérer sa compta, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, vraiment. Mais il y a un autre chantier plus discret dont personne ne te parle avant, c'est celui de désapprendre les réflexes que l'on a construits pendant nos années et nos années de salariat. Devenir indépendante, ça va changer ton statut, mais ça change surtout ton logiciel mental. Et si tu gardes l'ancien logiciel en tournant sur un nouveau métier, ça fonctionne pas bien. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer et tu vas comprendre, j'espère, pourquoi tu continues peut-être à te comporter comme une salariée alors que tu ne l'es plus, ce que ça te coûte concrètement et surtout comment commencer à te détacher de tout ça. À la fin de cet épisode, tu auras 3 clés pour repérer ces réflexes s'ils sont présents chez toi et tu comprendras ce que tu prends pour un manque de compétences. C'est souvent un manque de désapprentissage. C'est parti. Premier réflexe et sûrement le plus visible, les horaires. Beaucoup d'entre nous, en devenant indépendantes, gardent inconsciemment un rythme 9h-18h. On va culpabiliser de travailler à 21h ou pire à minuit parce que ça ne se fait pas et parce qu'on a une vie de famille ou parce qu'on n'a jamais fait comme ça. Et donc on va culpabiliser de faire une pause à 15h, de prendre 2 heures de pause déjeuner parce qu'on a l'impression en quelque part de voler du temps à quelqu'un. Mais c'est n'importe quoi en fait. Voler du temps à qui? Il y a plus de badgeuse, il y a plus de manager, personne qui va passer dans un couloir et passer une tête à ton bureau pour voir si tu es là, si tu travailles ou pas. Le salariat t'a donné un cadre horaire, c'est vrai. Tu n'as jamais eu à le construire. On t'a imposé des horaires et une partie de toi s'y est habituée parce que, en quelque part, c'est confortable de ne pas avoir à y penser à cette question des horaires. Mais quand tu es indépendante, ce cadre n'existe plus. Et c'est là que ça coince. Personne ne va te le donner à ta place. Tu dois le fabriquer toi-même en fonction de ton énergie, de tes clients, de ta vie personnelle. Et ce réflexe horaire, il est souvent renforcé par un autre facteur, celui de l'entourage. Combien de fois est-ce que tu as entendu « Tu travailles vraiment là ? Je peux t'appeler ?» Ah, toi, tu peux venir ou toi, t'es libre, t'es disponible. Et puis là, ajoute la tâche que tu veux. Aller me récupérer un colis, aller me chercher tel truc chez Ikea, récupérer mon enfant, enfin bref, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est une incompréhension qui, parfois, c'est bienveillant, mais ça pousse quand même beaucoup d'indépendantes à vouloir prouver en quelque part qu'elles sont en train de travailler. Et la façon la plus simple de prouver qu'on travaille, en quelque part, c'est de recaler tes horaires sur ceux d'un salarié lambda. Comme ça, tu te sens un peu plus légitime aux yeux des autres. Tu n'as vraiment pas à justifier de ta façon de travailler. Ton entourage verra le résultat, pas le processus. Et c'est pas à toi de rendre ton processus plus lisible pour rassurer ton entourage. Le salariat, c'est un peu comme un rail de train. Toi, tu montes dans un train, il y a des horaires fixes, il y a des arrêts. Tu n'as même pas besoin à réfléchir à la direction, tu t'assois et puis ça file tout seul. Quand tu es indépendant, c'est une voiture. C'est toi qui conduis, tu as le volant, tu choisis la route, tu choisis la destination. Personne ne te dit où sont les stations essence. Tu dois te débrouiller. Beaucoup d'entre nous continuent à rouler sur des rails imaginaires juste parce que c'est rassurant et de se dire peut-être qu'ils sont encore là. Chez moi, ça s'est vu très très fortement au début. Je me forçais à tenir des horaires classiques comme une employée lambda alors que j'ai en fin de compte très peu travaillé en horaires classiques. Mais inconsciemment, j'ai reproduit ces horaires de 9-18, même quand objectivement, j'avais pas grand-chose à faire. Et c'était vraiment uniquement à cause du regard de mon entourage, notamment de mon conjoint, sur le fait de travailler à la maison. J'avais besoin de prouver en fait que j'étais productive et je me mettais une pression pour éviter le jugement de mon entourage. Mais c'était vraiment pas une nécessité business. Tu vois à quel point ça peut être vraiment tordu. Le deuxième grand chantier, et sûrement le plus insidieux, c'est la façon dont on se positionne face à nos clients. Quand on sort du salariat, on a passé des années à répondre à un supérieur, à dire oui, à exécuter,
à ne pas discuter. Et ce réflexe, on le transporte sans s'en rendre compte dans la relation avec nos clients. Le client nous confie une tâche, on la fait immédiatement, même quand il n'y a aucune urgence réelle. On va répondre au quart de tour et on n'ose pas dire je peux vous répondre plus tard ou demain ou dire non, juste par peur de décevoir et par réflexe. Le problème, c'est que ton client n'est pas ton N+1. La relation, elle est horizontale et même si tu débutes, c'est le cas et même si c'est inconfortable. Il faut vraiment que tu te rappelles que toi, tu es une prestataire, que tu n'es pas sous les ordres de ton client. Et cette nuance-là, elle change tout dans la façon dont tu vas gérer ton temps et tes priorités. Je suis aussi très bien placée pour en parler parce que j'ai fait aussi cette erreur. J'avais tendance à dire ah oui à tout et à tout traiter immédiatement dès lors que j'avais une tâche qui tombait dans la to-do list donnée par mes clients. Alors même qu'elle-même ne me donnait pas d'urgence, tu vois. Et le pire, c'est que je faisais ça au détriment de choses qui, elles, faisaient vraiment avancer mon entreprise, comme ma communication, ma prospection, etc. Je répondais à l'urgence perçue d'un client au lieu de construire mon activité. Si tu te reconnais là-dedans, sache que vraiment, je compatis, je suis la première concernée, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Ça va mieux maintenant, mais parce que je suis à ma 3e année, parce que j'ai appris, j'ai progressé et j'ai bien vu que c'était extrêmement préjudiciable à la croissance de mon entreprise. Ce réflexe de subordination qu'on a tendance à avoir, il va aussi s'accompagner d'une culpabilité énorme quand on fait une erreur. En tant que salarié, une erreur, bon, ça remonte à ton supérieur, hein, ton chef, qui va absorber une partie de l'erreur. Il va gérer la suite avec le client ou avec la hiérarchie et toi, ça s'arrête là, tu vois? En quelque part, tu es couverte. Quand tu es indépendante, on a l'impression que tout repose entièrement sur nous, comme si la moindre erreur allait faire s'effondrer toute l'activité. Dans ma première année, j'ai vécu ça de façon franchement intense. Une erreur, même mineure, ça prenait des proportions énormes dans ma tête, pouvait me faire des insomnies. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, les conséquences sont largement gérables, hein. Bah, je corrige mon erreur, je communique, et puis on avance. Voilà. Et en fait, c'est pas l'erreur qui est dramatique, c'est l'histoire que je me racontais autour. Et ça va être pareil pour toi. Et cette culpabilité, elle est souvent nourrie par un autre schéma qu'on traîne depuis l'école, puis après le salariat. Le syndrome de la bonne élève. Ah, celui-là, il m'énerve. Le besoin de bien faire, de ne jamais décevoir, d'être noté, évalué, validé. Sauf que quand tu as ton compte, il y a plus de notes, il y a juste un résultat. Et confondre les 2, vouloir un 10 sur 10, là où il suffit juste de rendre ton travail, ça épuise. Et je peux te dire que dans ce délire de bon élève, ça m'arrive encore parfois d'y être, de me comporter un peu comme l'employée parfaite, alors qu'il y a même pas d'employeur. C'est un réflexe qui est très long à désapprendre. Dans mon cas, j'ai travaillé presque 20 ans en salariat, donc autant me dire qu'on se débarrasse pas comme ça de quelque chose qu'on a acquis. Mais en avoir conscience, ça change déjà beaucoup de choses dans la façon dont on avance et ça te permet en fait de corriger au fur et à mesure. Le dernier point, et sans doute le plus déstabilisant d'après moi, c'est l'absence totale de garde-fous. En entreprise, il y a des RH, tu as un chef, tu as des collègues. Quand il y a une décision à valider, tu sais que tu n'es pas tout seul. Tu as un cadre qui va te dire implicitement ou explicitement ce qui est acceptable, ce qui est pas tolérable, ce qui est interdit, etc. Quand tu as ton compte, ce filet de sécurité, il disparaît complètement. Ce vide peut autant déstabiliser que libérer. Ça dépend comment tu choisis de le remplir. Avec du mentorat, avec tes pairs, avec une méthode. Ça se joue très concrètement sur la question des horaires, d'après moi. Comme il n'y a plus personne pour poser un cadre, tu as 2 extrêmes qui peuvent souvent arriver. Soit on recrée un cadre rigide, le fameux 9-18, même quand il n'y a rien à faire, uniquement par pression et par peur du jugement. Soit à l'inverse, tu vas tomber dans le travers des journées absolument pas du tout productives. En gros, vive la glandouille quand tu es fatigué, quand tu as plus d'énergie, quitte à se retrouver à travailler au dernier moment dans l'urgence. Et aucun de ces 2 extrêmes n'est confortable sur la durée. Ce que je te conseille, et ce que j'applique à moi-même, c'est d'établir un planning à la semaine, plutôt qu'un planning figé à la journée ou au mois. La semaine, c'est très bien. Ça te laisse de la souplesse pour composer avec ton énergie réelle et ton emploi du temps, tout en gardant un fil conducteur, une direction pour ta semaine et tes objectifs du mois. Alors, c'est pas une science exacte, mais ça évite quand même les pièges. Et pour finir, il y a la question des vacances. Franchement, le salariat, c'est chouette parce que ça te donne un cadre légal au congé. Tu as des jours posés, tu as une date de retour, tu as une continuité surtout qui est assurée par l'équipe quand tu pars en congé. Et c'est ça qui est chouette. En indépendant, le cadre n'existe plus, tu dois te le donner toi-même et beaucoup n'osent pas le faire. Alors, il y a 2 cas de figure assez différents. Il y a celles qui aiment tellement leur métier, qui vivent ça comme une vraie passion, qui ont du mal à couper de leur business, même pendant les vacances. Tu vois, du genre à ramener ton ordi, ton téléphone, etc., tes dossiers à la plage dans ton bungalow.
Et il y a celles pour qui c'est encore plus dur parce qu'elles ne vivent tout simplement pas de leur activité, qui vont culpabiliser de prendre des vacances. Il y a celles aussi qui portent seules le poids de tout le chiffre d'affaires, qui se mettent une pression de dingue parce qu'elles veulent pas s'arrêter par peur de être en difficulté financière, qui est totalement OK. De mon côté, je traîne encore souvent des pieds avant de partir en vacances, j'avoue, parce que c'est surtout un problème de lâcher prise. Mais par contre, une fois que je suis réellement en vacances, j'ouvre plus un ordinateur du tout. Et ça, c'est quand même assez récent. Au début, c'était tout simplement impossible pour moi parce que j'adorais ce que je faisais et que j'étais trop impliquée dans le business de mes clientes. 3 choses à retenir de cet épisode. 1, le cadre que tu avais en tant que salarié, personne ne va te le redonner. C'est à toi de le construire. Horaires, vacances, limites avec tes clients. Tu dois réfléchir à tout ça. 2, ton client n'est pas ton chef. C'est pas ton manager. Tu peux dire non. Tu peux dire oui. Tu peux différer une tâche. La relation est horizontale. Tu es une collaboratrice, mais tu n'es pas l'employé de cette personne. La culpabilité et le syndrome de la bonne élève. Ça, c'est vraiment des héritages. C'est pas une vérité. Ton client ne va pas te mettre une bonne note en fin de mission. Ton client te paye pour un résultat. Et si tu veux une bonne note, il reste tes avis Google. C'est pas pour ça que ton client te paye. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était un format un peu plus mindset par rapport aux 2 premiers. Donc si ça t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et partage-le à une assistante qui aurait besoin d'entendre ça. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!